nouvelles. Jean-Christophe Couvi, le pédigré d'abord de cet homme, un Libyen visiblement, avec une OQTF, impossible à expulser. Un profil que vous connaissez bien. Oui, un profil qu'on connaît parce qu'on en voit souvent dans nos services. Et effectivement, il y a le système des alias, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on interpelle quelqu'un, il nous donne spontanément des identités. Donc on le paluche, c'est-à-dire qu'on prend les empreintes, on l'envoie sur un fichier européen, etc. Et puis bing, ça fait bingo, et on sait qu'il est connu sous un autre nom, etc. Donc c'est souvent d'ailleurs les limites du système. Après, on n'arrive pas effectivement à renvoyer ces personnes d'où ils viennent, puisque quelque part il y a un totem d'immunité, vu que c'est la Libye, que c'est un pays en crise. On ne peut pas expulser qui que ce soit vers la Libye, qui est un pays considéré comme pas sûr. Du coup, on garde ces personnes-là, mais en même temps, on n'en fait rien non plus. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté totale. Et là, on voit bien, ce matin, alors je fais pas d'amalgame, mais c'est vrai que là, heureusement que le collègue qui est rentré chez lui, qui avait fini son service, qui a travaillé toute la nuit et qui avait son arme de service, parce que tout le monde ne prend pas son arme de service, mais il y a beaucoup de fonctionnaires de police. Et depuis 2015, depuis les attentats, où il faut expliquer qu'on a changé de logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des attentats qui peuvent arriver tout le temps. C'est des attentats même low cost. On les voit pas arriver parce qu'il n'y a pas forcément derrière toute une organisation terroriste, mais quelqu'un qui se radicalise très rapidement peut passer à l'étape. Voilà. Et donc, nous, policiers, encore une fois, heureusement qu'on est là, heureusement que les collègues ont ce sens civique de mettre leur vie en jeu, parce qu'il a pris aussi des coups de couteau. Et heureusement surtout qu'on a d'autres collègues qui sont intervenus. La gare du Nord, c'est 700 000 personnes par jour. Ouais, c'est la première gare européenne, et c'est la 3e gare du monde. Et est-ce que c'est un coupe-gorge ? On a regardé cette photo de l'agression ultra violente. On voit cet homme vêtu de noir. Vraiment poignardé, cette image est saisissante. Un passant, il y a 6 personnes au total qui sont blessées, on le rappelle. Ça s'est passé en une fraction de minute. Mais ça va très vite. C'est hyper rapide. Ça va très vite. Rappelez-vous, il y a quelques années, les images aussi qu'on avait en Grande-Bretagne, à Londres, où des individus avec des couteaux, en fait, prennent pas le temps, j'allais dire, ils poignardent, ils passent à quelqu'un d'autre, ils courent, et voilà. Et des fois, on n'a même pas le temps de réaliser, parce qu'on se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous. Oui, il y a un mouvement de foule, et vous ne vous rendez pas compte. On ne sait pas ce qui se passe, la personne se jette sur vous avec un couteau, vous savez même pas pourquoi, ou ça peut être dans le dos, voilà. Et heureusement, je vous dis que des fois, on a la chance, c'est la vie qui est comme ça, que mes collègues rentraient chez eux et ont utilisé justement leur arme de service pour neutraliser cet individu. Et on voit qu'on est à l'entrée de la gare, parce qu'on voit le parvis mouillé à l'extérieur, donc il venait d'entrer et il a poignardé le premier venu. Le premier venu, vraiment. Et c'est ainsi de suite. Sensible, en fait, préétabli. On arrive et puis c'est au fur et à mesure, c'est des gestes, voilà. On ne peut que se féliciter que votre collègue ait eu son arme sur lui alors qu'il était hors service, parce qu'il aurait pu avoir un massacre ce matin à Gare du Nord, on est d'accord. Et encore une fois, je me rappelle quand on avait demandé ça à nous, policiers, parce que 2015, on a tous été choqués. Là, en plus, on vient de fêter, entre guillemets, je ne vais pas dire fêter, mais on vient de commémorer l'attaque de Charlie Hebdo il y a 7 ans. Et donc, tout ça nous avait choqués. Moi, je me rappelle encore de ce moment en 2015 où on apprend que Charlie a été attaqué. On était avec plein de collègues au syndicat, et là, on était tous livides. Et on s'est dit, ça y est, on a changé d'air, quoi. Maintenant, on est nous aussi des cibles, tout le monde est des cibles. Et du coup, je veux dire, dans la tête des policiers, maintenant, on sait que on est au service des gens, et on sait qu'on est flic 24 heures sur 24, et c'est pour ça qu'on demandait à avoir nos armes de service. C'est pour pouvoir intervenir tout le temps. Et je me rappelle certains politiques qui s'insurgeaient contre le fait que les policiers soient armés, parce qu'on nous traitait de cow-boys, d'un peu débilos, on n'est pas capable de gérer une arme, vous comprenez, imaginez, c'est tous des cow-boys, etc. Non. Je suis désolé, on passe des concours même devant des psychologues. On est tous sauf gogo, et je peux vous dire que voilà, quand on sait ce que c'est que d'avoir une arme, on sait comment s'en servir, et justement, heureusement que mon collègue était armé et il a pu éviter un massacre plus important. Là-dessus, vous êtes impacté par la réforme ? Oui. Comme les autres, d'après ce qu'on a écouté, effectivement, on va décaler de 2 ans, nous aussi. Ce qui n'est pas illogique. Dans le cadre de la réforme. Dans le cadre de la réforme, sauf que jeudi prochain, je peux vous dire qu'il y aura des flics dans la rue. Voilà. Ils ont gagné ça déjà, ils ont gagné que la police ira dans la rue. Et surtout, c'est qu'encore une fois, c'était pensé par des technos, mais pas pensé par des gens qui ont vraiment travaillé manuellement ou qui font des métiers difficiles, des métiers à vocation. Donc on part d'un grand principe en disant, il faut travailler plus, parce que regardez autour de nous, les autres pays travaillent beaucoup plus longtemps. Donc vous voyez, il faut qu'on se rapproche de... Où est le cercle vertueux ? Est-ce que c'est eux qui doivent copier sur nous ? Est-ce que c'est nous qui devons copier sur eux ? Après, c'est pareil, est-ce que toutes les positions, enfin les postures, parce que pour moi c'est une posture, mais est-ce que vraiment toutes les pistes ont été explorées ?
Non, moi je sais qu'il y a 150 milliards d'exonérations de cotisations, par exemple, qui sont faites pour des entreprises sans contrepartie, alors que le déficit de la retraite, c'est 12 milliards. Oui. Vous voyez un peu la différence, donc on a de quoi quand même taper aussi un peu dedans. Voilà, on a un système où on n'arrête pas de le dire, mais si on a à partir de 55 ans, un travailleur sur 2 qui part à la retraite n'est plus considéré comme actif puisqu'il est soit en arrêt maladie, soit... il coûte cher, il est au chômage. Et donc, du coup, encore une fois, la solution, c'est quoi? C'est quand même redonner cet emploi à ces gens-là qui méritent de travailler. C'est le sujet central. Et c'est de lutter aussi contre le chômage. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas confiance à la lutte contre le chômage, ça veut dire aussi que tout ce qu'on nous vend, entre guillemets, on ne croit pas forcément à la politique qu'on vend tous les jours. Vous n'avez pas tort. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est pour ça que je vous dis encore une fois que ça ne passera pas, parce que les Français en ont ras-le-bol. C'est toujours sur les travailleurs, entre guillemets, qu'on fait porter toutes les réformes. Et pas sur